tous, bienvenue pour cette magnifique heure qui va se dérouler sur la culture japonaise. L'intérêt de cette conférence va être de vous montrer un peu certains aspects de la société japonaise et surtout d'avoir les clés de compréhension. Je crache partout, c'est odieux. C'est d'avoir des clés de compréhension qui vont pouvoir vous être utiles si un jour vous avez la chance d'aller au pays du soleil levant. Donc moi c'est Kevin, président de l'association Japan Zone, et je ne suis pas sociologue ni psychologue ou quoi que ce soit d'autre, mais je vais essayer de vous expliquer autour de 5 à 6 points, 5 ou 6 clés, un peu les aspects qui peuvent un peu être étranges ou violents pour des expatriés français qui arrivent au Japon. Et du coup, c'est parti. Tiens. Alors, pour comprendre la culture japonaise, déjà, il faut se remettre dans un contexte géographique. Pour faire simple, c'est que, imaginez, vous êtes sur une île. Bon, déjà, il y a certains aspects psychiques qui vont se mettre en place. Parce que quand on est sur une île, les échanges économiques, par exemple, ou même les échanges de savoir, de connaissances, et les échanges en général, vont être beaucoup plus compliqués. Sur un territoire plus petit, on va plutôt tourner en vase clos. Alors que quand on est sur le continent, il est un peu plus facile de traverser ce dit continent, parce qu'il suffit de prendre une vache, de grimper dessus, avec une charrette, un cheval, un poney, votre voisin, qui vous voulez, mais au moins les échanges sont plus rapides. Là, quand vous êtes sur une île, vous n'avez pas le choix, vous devez prendre un bateau, donc ça a un coût. Et en plus, prier à peu près tout ce qui existe pour dire qu'il n'y a pas de grosse vague qui va me renverser mon dit bateau. Donc du coup, déjà vivre sur une île va un peu formater les esprits des gens. On le voit aussi dans sur d'autres îles, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, ce genre de choses. Enfin, ce genre d'île. On va retrouver cette psychologie qui est on est ensemble, unis dans la galère, qui est on est sur une île, on n'a pas grand-chose dessus. Déjà, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que cette île, elle est super bien située. Le Japon, il est bien situé, il est pile entre 3 plaques tectoniques. Ce n'est pas la danse, d'accord? C'est, pour faire simple, pour ceux qui ne sont pas encore au collège ou qui n'ont pas suivi les cours de SVT, la Terre est constituée de plein de morceaux de puzzle, et ces plaques bougent. Donc soit ça frotte, soit ça se percute, soit ça plonge, soit ça remonte, enfin voilà. Et cette île-là, qui est le Japon, elle est pile au milieu de 3 plaques. C'est assez exceptionnel sur la Terre. Donc, qu'est-ce que ça va provoquer? Des séismes, donc des tremblements de terre très réguliers, parce que les plaques bougeant, ça secoue la terre qui est au-dessus. On va avoir également un volcanisme qui est très très fort, très prononcé. Donc, déjà, on est sur une île. Les échanges avec les autres peuples, un peu compliqués. À côté de ça, on a des catastrophes naturelles, type tremblement de terre, volcanisme, et on rajoute à ça aussi une météo un peu capricieuse avec les fameux typhons, qui vient d'un mot japonais, typhoon par exemple. Je dis ça là. Donc on va retrouver déjà des aspects qui vont être compliqués pour les gens et de se dire mais comment faire pour survivre à ça. Donc il y a un moment de la mentalité japonaise, il y a un aspect de cette mentalité japonaise qui est, au lieu de modifier l'environnement pour qu'il soit vraiment à nous, ça va être à nous de s'adapter à ce dit environnement. Ce qui va expliquer aussi cet aspect qu'on trouve assez génial en France, qui est l'aspect de manger les fruits et les légumes de saison. On va fêter certains moments comme au Miji, quand les érables japonais, les feuilles changent de couleur. Il y a une petite fête qui s'organise, souvent il y a des fêtes à ce moment-là. Il y aura Hanami, avec les sakura, donc les cerisiers en fleurs. Vous avez peut-être entendu parler cette année, où au Japon, c'est quasiment, les chaînes de télé disent à quelle date exactement tel parc dans telle ville va avoir les plus belles floraisons et c'est le moment d'aller faire ses pique-niques. Donc ça explique pourquoi les Japonais ont une approche assez, on va dire, saine, on va dire assez proche. C'est une approche, on va dire, avec la nature, tout simplement. Parce qu'en fait, on ne peut pas empêcher la Terre de trembler. On ne peut pas empêcher un volcan d'exploser. Et on ne peut pas empêcher un typhon, en fait, tout simplement. Donc ils ont cet aspect qu'on pourrait considérer écologique, alors dans le sens très large, parce que c'est assez ambivalent avec aussi la modernité actuelle. Donc vous êtes sur une île, vous avez plein de catastrophes autour, on vit un peu en vase clos, et on va rajouter tout ça que cette île, elle est tellement bien fichue qu'elle est déjà composée en plus de 4000 îles, c'est un archipel, et qu'en plus de tout ça, c'est que la plupart des terres qu'on peut cultiver, il n'y en a pas, quasiment pas. On est sur 70% de montagnes. Donc on n'a pas de grands bassins comme le bassin parisien, on peut cultiver un peu de céréales, de légumes, ce genre de choses, ou le grand ouest américain, ces grandes plaines où on peut cultiver des choses, là c'est beaucoup plus compliqué. Donc déjà ça met une certaine pression à un peuple donné, peu importe lequel, mais ça va donner une pression, et surtout ça va changer certaines mentalités. Ça va apporter une approche différente de la vie, tout simplement. Tiens, boum! Tous ces aspects-là,
vont engendrer, là, ce qui est qualifié, c'est que c'est la société qui passe avant l'individualité. Pourquoi? Et en fait, quand tout est en train de trembler, tous les volcans en train de cracher, les typhons qui s'abattent, et tout ça qui se passe, au bout d'un moment, le soi perso va s'effacer un peu pour que le plus grand nombre survive. Et plus on va s'entraider, plus on va survivre lointain. Et du coup, dans cette mentalité, on la retrouve encore aujourd'hui au Japon, où en fait, le personnel s'efface totalement dans la vie sociale pour vivre qu'en pleine société. Un exemple tout bête. Je vais vous donner un exemple tout bête, qui est marqué en plus. Ça, c'est génial. Waouh! Les phobies, la plupart du temps, quand on a peur de quelque chose, c'est « Ah, j'ai peur des araignées. Ah, j'ai peur des gens. » Surtout toi. Et, ah, j'ai peur des ongles incarnés. Je sais pas. Et la plupart des phobies que je vous cite, c'est l'extérieur qui vient m'agresser, qui vient agresser moi. On va les retrouver en partie au Japon, mais on va retrouver aussi des phobies un peu plus particulières, comme avoir une odeur. Un exemple tout bête, si je porte une odeur corporelle, parfum, peu importe, et je vais dans le métro, si les autres gens sont gênés, la ressentent, ils sont gênés par ça, je viens de gêner la société, les autres gens. Alors la vente de parfum au Japon marche, ça va, mais c'est pas non plus comme dans certains pays, comme en France où ça explose. Mais le fait d'avoir une odeur, par exemple, va pouvoir être très gênant pour les personnes. Deuxième exemple, le fait de s'embrasser dans la rue. Vous verrez quasiment pas de couple japonais s'embrasser dans la rue. Non, ça, c'est d'abord la société. On est en société, ça ne concerne pas la société. Ça va? Vous pigez le truc? Chaque japonais, en fait, est un petit rouage d'un grand système. Et si ce rouage a du mal à fonctionner, et en fait, c'est tout le système qui ne fonctionne plus. Et ça, c'est impensable dans la société japonaise. C'est vraiment la société, le plus grand nombre, qui passe avant l'individualité. Ça va? Si c'est chiant, n'hésitez pas à le dire. Donc c'est ce qui est remarqué, vous pouvez vous faire lire. On va le retrouver dans certains... C'est ce qui choque souvent en fait le français moyen qui débarque au Japon, alors surtout pour travailler. C'est ce côté un peu... on a l'impression qu'il y a une certaine distanciation qui se fait. On a l'impression que c'est à toi, japonais, qui est en charge du projet, c'est à toi de bosser dedans. Non, il faut qu'on voit avec tous les gens qui travaillent sur le projet, en tout cas supérieur, avant de pouvoir donner un avis sur ce dit projet. Et c'est en lien avec un autre concept, et là c'est la transition avec Diapo, qui est le concept d'Uchi Soto. Alors c'est un concept qui est imbuvable, enfin imbuvable. Si vous n'avez pas fait un peu de sociologie, de psychologie, ce genre de choses, c'est un peu compliqué, donc je vais vous le simplifier. Uchi, ça veut dire dedans. Soto, ça veut dire dehors. Et ça va rythmer toute la vie des Japonais. Tout, absolument tout. Et c'est en lien avec les deux points que je vous ai dit avant. Donc, tout ce qui est à l'extérieur de chez soi, mais aussi tout ce qui est à l'extérieur de soi, c'est la société. Tout ce qui est en dedans, mon avis, mes émotions, comment je vis tel événement, ça ne concerne pas la société. Ça ne concerne que moi. On le voit très bien si vous lisez un peu de manga ou vous regardez des animés, on le voit très bien. C'est l'une des raisons pourquoi, quand on rentre chez quelqu'un, on enlève ses chaussures pour mettre des chaussons, pour aller à l'intérieur. C'est pour marquer cette séparation entre ce qui est dehors, c'est la société, et ce qui est dedans, c'est soi. Et vous avez peut-être vu aussi dans les animés, les bad boys, souvent quand ils attendent le métro, ils sont comme ça. Ils attendent. Nous, Français, on serait plus comme ça. Non. Tout ce qui est dehors est considéré comme sale. Et ça concerne le uchi, la société, etc. Le soto, tout ce qui est dehors, etc. Donc, on ne touche pas le sol avec ses fesses. De même, j'ai un sac, je vais aller aux toilettes publiques, et je ne vais pas le poser par terre. Non, je vais le donner à quelqu'un qui le tienne, ou je vais le mettre aux innombrables crochets qu'il y a partout, pour qu'il ne touche pas le sol. Car soto, le dehors, est considéré comme sale. On peut même aller encore plus loin dans les toilettes. On est plutôt sur les toilettes un peu traditionnelles japonaises. Donc vous allez chez quelqu'un, vous enlevez vos chaussures, vous mettez vos chaussons de maison, vous rentrez, vous avez une envie pressante, vous allez aux toilettes, vous ouvrez les toilettes, vous enlevez vos chaussons de maison, vous mettez les chaussons de toilette, vous faites votre petite commission, ou votre grosse, en fonction en plus des toilettes qu'il y a. C'est pas le sujet des toilettes japonaises. Après, une fois que c'est fini, vous enlevez vos chaussons, vous remettez vos chaussons de maison, et là, vous avez oublié d'aller chercher la baguette. Donc vous repartez là-bas, vous enlevez vos chaussons de maison, et vous remettez vos chaussures pour aller dehors. Il y a vraiment cette séparation. Uchi Soto, on le ressent par exemple dans l'hygiène. L'hygiène japonaise, voilà, tout ce qui est dehors est sale, donc même les toilettes, c'est un espace sale, donc du coup, on doit changer de chaussons. Alors ça se perd, hein, les toilettes, ces aspects des toilettes, c'est vraiment traditionnel.
On est plutôt maintenant sur des toilettes occidentales, il y a plus ce phénomène de chaussons. Mais il faut le savoir que ce concept-là a influencé cette mentalité et cette construction de maison, par exemple. Un autre exemple, donc comme je le disais tout à l'heure, on ne verra pas de couple japonais s'embrasser dans la rue ou se tenir la main. Bah non, c'est mes émotions, c'est à moi, ça ne concerne pas tout ce qu'il y a autour. Par contre, une fois chez moi, pas de problème. Alors pas de problème entre guillemets. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Au travail, les Japonais adorent travailler avec les Français. On trouve des bonnes idées, on arrive à contourner un peu. S'il y a un cadre, on arrive un peu à le contourner, à trouver une autre solution. Ils adorent ça. Ils nous détestent pour les mêmes raisons. C'est clair, dans le cas du travail, ils ont beaucoup de mal avec ça. Parce que nous, quand on a quelque chose à dire, on aura tendance à le dire en mode bah, t'as fait n'importe quoi, mon gars, ça a pris feu. Voilà, bah, assume. Ouf, là, je donne mon avis. Je pense que c'est ta faute. Oh, l'avis, bah non. Donc on va contourner, il va falloir. Les Français, on a cette sensation que le japonais est un peu. Il n'est pas franc, il va contourner un peu. On va le voir dans certaines formulations de phrases. Par exemple, on ne dit pas ah, j'ai mal à la tête aujourd'hui. Ah non, pas du tout. En japonais, on va avoir une formulation, si on doit traduire, qui va être la tête est douloureuse. On se détache. Non, je ne concerne pas la société. C'est chez soi, uchi. Donc c'est pour ça que, par exemple, quand il y a un conflit qui apparaît, le conflit n'existe pas vraiment, surtout dans le cas du travail, on va éviter ça. Un autre exemple. Il y a plusieurs années, notre association montait un gros projet et on faisait tout un week-end sur la culture japonaise dans une maison de quartier. C'était l'un des premiers salons dédiés au Mans. Et j'ai voulu inviter une association franco-japonaise, dont la présidente est une japonaise. J'ai passé 1h30, 2 heures, à voir en fait cette force en fait. À aucun moment, je lui explique le projet, etc. À aucun moment, on m'a dit non. Yé en japonais, il existe. Le non, c'est trop brutal. Pas de conflit. Oh là là. À aucun moment. Je le savais, parce que dès les 10 premières minutes, je l'ai bien vu. Mais ça va être on va contourner. Nous allons y réfléchir. C'est pas nous. Déjà le groupe. Nous allons y réfléchir. Pourtant, c'était en français. Toutes les tournures de phrases, ça enrobait petit à petit. Donc c'est hyper intéressant. En tant que Français, c'est frustrant, surtout quand on monte un projet, on est en mode il faut une réponse là maintenant. Je vous prévois un stand ou pas. Donc c'était un peu compliqué, mais c'est hyper intéressant. Le je, par exemple, watashi, dans pas mal de situations, on va éviter de le dire. On va dire je m'appelle, nanana, watashi wa Kevin Des. Voilà, pas de souci. Parce que je m'appelle, bah, normal, je m'appelle, c'est moi. Bah, dans d'autres contextes, au watashi, je pense que par contre, là, on devrait faire ci, ça dans tel projet. Ne serait-il pas préférable que nous puissions explorer d'autres solutions, d'autres voies? Uchisoto. C'est vraiment ça. On contourne toujours entre guillemets. Par contre, dans le cadre privé, on est un peu plus libre. Les Japonais sont un peu plus libres. On est dans un contexte, on va dire, beaucoup plus personnel. Et là, souvent, quand on est chez soi, la plupart du temps, surtout en ce moment, la société japonaise est tout ce qu'elle est, on est souvent tout seul. Mais même dans les vies de couple, familiales, on va avoir une approche, qui va, avec le temps, être beaucoup plus dans l'émotionnel, dans la vie et tout ce qui s'ensuit. Ça va? J'ai essayé de simplifier le plus possible ce concept-là. T'as été? Ça va? Dites-le si c'est vraiment nul. Ok, n'hésitez pas. Diapo! Alors, pourquoi la pensée du Bushido? Cette discussion, j'aime bien l'appeler une discussion, vous verrez à la fin pourquoi. Et cette discussion, on l'a présentée plusieurs fois, et entre autres sur un autre événement, du côté de Dreux à Chérisy, et il n'y avait pas de diapo, on était plus sur un échange, etc. Et là, venant de nulle part, après une demi-heure, 3/4 d'heure de discussion, il y a une personne qui lève la main et qui me sort. Vous ne pensez pas que le Bushido a une influence sur le Japon moderne? Alors, je vais définir les termes pour que vous compreniez à quel point je me suis mis en PLS. Le Bushido, c'est ce qu'on appelle la voie du guerrier. Do, c'est la voie. Kyudo, tir à l'arc japonais. Kyudo, la voie de l'arc. Aikido, do, la voie. Alors, Aiki, je ne sais plus. Et ainsi de suite. Judo, c'est la voie. Do. Et en fait, le Bushido, c'était surtout au Japon médiéval un ensemble de règles de pensée suivies par les samouraïs, mais pas que par eux, suivies par la société en général.
C'était des règles très marrantes, dont par exemple, je suis samouraï, au Japon moyenâgeux, je vais aider quelqu'un, parce que les règles du Bushido disent, je vois quelqu'un se faire agresser, donc je vais l'aider, je vais repousser l'assaillant, la personne voulant me remercier, alors déjà, concept Uchisoto, on ne dit pas je vous remercie, nanana, voilà, bref, je vous passe ce détail-là, pour me remercier, souhaite me donner quelque chose. Le code du Bushido me dit de l'interdire. Mais le code du Bushido m'interdit de ne pas accepter qu'on me donne quelque chose. Donc le Bushido, c'est très rigolo. Si un jour vous avez l'occasion de l'étudier, c'est plein de règles de ce genre-là. Donc j'aide quelqu'un, m'offre quelque chose, non, je dois refuser une première fois. Personne insiste, non, une deuxième fois. Au bout de la troisième, quatrième, le code du Bushido, en gros, me doit de le prendre en échange de quelque chose que potentiellement je peux lui donner, en plus du service que je viens de lui rendre. Le Bushido. Et cette dame-là me pose justement cette question. Est-ce que tous ces codes, toute cette notion du Bushido, ça existe encore ou pas dans le Japon moderne? Après réflexion, oui, effectivement. Et ça va être surtout sur ce qu'on appelle la place de l'honneur. On n'entache pas son honneur. L'honneur, pour faire très simple, c'est en gros l'image que j'ai de moi. Il ne faut pas qu'elle soit entachée, mais pas que de moi, mais surtout de toute ma lignée familiale. Un exemple tout bête, c'est pour ça que les samouraïs n'attaquaient jamais ses ennemis dans le dos. C'est le déshonneur. On ne n'abat pas, on ne blesse pas quelqu'un qui est de dos à soi et qui ne peut pas se défendre. Je me déshonore. Et ce concept d'honneur, en fait, existe énormément. Je suis au travail, je fais une bourse, je fous le feu au bâtiment, bon, bah ça arrive. Ou alors je fais perdre 10 millions à la Société Générale. Et du coup, mon honneur est entaché. Tu as la ref, c'est bien. Mon honneur est entaché. En France, soit des poursuites judiciaires en fonction des cas, je me sens un peu honteux. Voilà, souvent on va peut-être faire une petite dépression de 10-15 ans, et après on va peut-être s'en relever. Et bien en fait, la place de l'honneur, du coup, du Bushido qui en découle, enfin de l'honneur qui découle du Bushido, au Japon, c'est hyper important. On ne perd pas la face. Ce qui explique en fait le nombre de suicides qu'il y a au Japon. Au-delà des aspects économiques. Ça va expliquer beaucoup le nombre une grosse partie des suicides au Japon, c'est que j'ai fait une bourde, j'arrive pas à m'en remettre, j'ai entaché la vie de ma famille, donc du coup, pour réparer ça, je meurs. Dans le Bushido, par exemple, quand on était en déshonneur, les samouraïs, quand ils étaient dans le déshonneur, par exemple, ils ont tenté de trahir l'un de leurs, on va dire, seigneurs féodaux de l'époque. Il y avait ce qu'on appelle, alors vous connaissez peut-être le terme d'arakiri. Le terme exact, c'est le seppuku, qui était un acte tout ritualisé de suicide. Ça paraît hyper intéressant, mais ce n'est pas le sujet. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas. Donc c'est vraiment l'honneur. Donc le Bushido, et par le Bushido, l'honneur, c'est vraiment, ça fait partie de tout. Comme Uchisoto, ça fait partie de certaines clés qu'il faut prendre en compte. Si vous insistez sur un japonais en mode « Tu as fait n'importe quoi, mais toi, mais c'est n'importe quoi, comment tu vis en ce moment ?» Donc je donne mon avis, donc je suis à 15 km d'Uchisoto, je commence à entailler son honneur. Quelle sera sa réaction? C'est très important, cette image sociale. Et en fait, c'est ce qui va expliquer aussi cet honneur, va expliquer ce qu'on appelle les lignées familiales. Le Japon possède un nombre d'entreprises qui est toujours sous la même direction de la même famille, mais depuis des siècles. On va retrouver ça dans des entreprises qui vont faire l'alcoolerie, le saké par exemple, on va retrouver ça dans certains restaurants aussi, des auberges, dans la fabrication d'objets traditionnels comme les tambours, les taïkos, ce genre d'entreprise. C'est des familles qui se passent la direction de main en main depuis des siècles. Pour certaines, ça peut monter jusqu'à 500 ans quand même. C'est parce qu'il y a toujours cet aspect d'honneur, que dans la lignée, peut-être il y en a un qui a déshonoré l'entreprise, donc il a été repoussé, donc il y a une autre lignée qui a repris le relais, il y a tous ces aspects-là. Donc le Bushido, c'était une bonne remarque de la personne à l'époque. C'est effectivement, c'est encore empreint dans la société japonaise actuelle. Tiapo! Et enfin, ouais, c'est le dernier point. J'aime bien qualifier la culture japonaise comme une culture éponge. Pourquoi? Le Japon, vous devez le bon, je savais peut-être pas, c'est une île, je l'ai dit au début, c'est facile, mais qui s'est très peu ouvert au monde. Il y a eu de temps en temps des tentatives, genre les Chinois ils se sont dit, bah les gars, par contre, c'est une île qui est juste à côté de chez nous, on va le voir un peu ce qui s'y passe. Donc,
petite guerre, on y va. Il y a eu des échanges, ce qu'on appelle des ouvertures du territoire qui sont faites dans l'histoire du Japon, mais très peu. Et les dernières ouvertures qui ont conduit aujourd'hui que ce pays soit quand même dans un top mondial en termes de technologie, j'allais dire économie, mais pas du tout. Mais du coup, fait que dans son histoire, très peu d'influence extérieure est arrivée jusqu'au Japon. On va avoir beaucoup la Chine pendant un moment, ce qui a permis d'avoir entre autres le thé au Japon. La Chine consommait énormément le thé et le Japon pas du tout, ne connaissait pas cette plante. Et quand il y a eu des échanges, il y a le thé qui est arrivé. Et les Japonais disent, mais c'est trop bien ça, faut qu'on fasse pousser ça. Et bim, on fait toute une culture, on l'augmente. L'art de boire du thé jusque-là, cérémonie du thé, boum. L'art floral aussi, le ikebana, le fait de composer, au lieu de faire un bouquet de fleurs comme ça, ils composent d'une certaine manière avec une philosophie derrière. Vient de Chine. Mais c'est trop bien comment ils font. Allez, on l'élève au rang d'art et on fait un ikebana. Et on peut être 3e dan de ceinture noire d'ikebana. C'est trop bien. Véridique, on peut avoir des dan dans ces champs-là. Donc la Chine a apporté beaucoup de choses. Et entre autres, le lamellé-collé. Alors je le cite parce que c'est un autre aspect. Le lamellé-collé, c'est quoi? C'est pour faire un arc, il n'y a pas 15 000 solutions. Soit on prend un bois très dur, mais c'est tellement dur qu'on n'arrive pas à tirer et le bois va avoir du mal à se plier. Il va même peut-être casser. Si je prends un bois tout mou, il va se plier, mais il n'y aura aucune force dans la flèche. La technique du lamellé-collé, c'est de prendre du bois mou et mettre au milieu du bois dur. Donc on a la souplesse et la rigidité en même temps. Jusqu'à ce que la Chine vienne débarquer un peu, faire un tour au Japon, et les Japonais aussi faire un petit tour là-bas, ils ne connaissaient pas vraiment. Donc il y a pas mal de choses qui sont arrivées de Chine. De Corée également, certains épices par exemple, certains aspects culturels qui ont été renforcés comme la cérémonie du thé venant de Corée. Et enfin, on arrive à un moment où c'est les Occidentaux. Et les premiers, c'était, à votre avis, c'était quel pays? Toi, tu dis pas, tu l'as suivi hier. Tricheur. Quel pays, à votre avis, a débarqué en Occident, a débarqué, on va dire, de façon pérenne au Japon? Quels sont les premiers, si vous savez un peu l'histoire? Et la personne ne pose pas. Coucou. Et c'était les Hollandais. Les Hollandais ont débarqué au Japon. Les Japonais ont fait « Non, vous restez dans votre port ». Et ils sont restés 50 ans dans le port, mais vraiment, ils n'avaient pas le droit d'aller ailleurs que dans le port, sur leur bateau. Ils ne bougeaient pas. On leur apportait à manger, il y a des stands s'installer devant le bateau. C'était vraiment compliqué ce premier contact avec des gens qui, excusez-moi l'image, mais en fait qui ne nous ressemblent pas vraiment. On se remet dans le contexte de l'époque. On était vraiment dans une philosophie malheureusement raciale. Et du coup, les Japonais, avec tout ce que je vous ai dit avant, c'est un peu brutal de voir des gens arriver, débarquer comme ça et qui ne ressemblent pas, quoi. Donc ils ont cantonné les Hollandais dans un port. Et petit aparté, alors je ne me rappelle plus du tout, il y avait un Hollandais qui était un religieux, à Claire, qui a tenté toute sa vie de rencontrer l'empereur pour discuter, mais également pour pouvoir échanger peut-être comment les pays peuvent s'articuler entre eux. Il a tenté toute sa vie, jamais sans réussir, et si vous arrivez à retrouver un vieux documentaire qui en parlait, c'est là qu'on voit tous les concepts que j'ai dit avant se mettre en place déjà dans l'époque moyenâgeuse. C'est Leclerc, clairement, il est arrivé le matin, il faisait « Bonjour, j'ai rendez-vous avec l'empereur. » Très bien, mettez-vous là, par contre, cérémoniel. Bon, d'accord. Comme ça, dans une salle qui faisait le double en longueur. Et en fait, l'empereur devait apparaître sur son trône derrière le paravent qui est tout là-bas. Et le Hollandais, il attendait toute la journée. Qu'on lui dise au moins peut-être de se rapprocher, ou au moins de voir une ombre peut-être traverser. Et à la fin de la journée, on allait le voir, non, il va pas venir. Bon, d'accord, à demain. Comme ça pendant des années. Donc ça montre vraiment à quel point la société japonaise a vraiment vécu reclus, clairement fermée au monde extérieur. Et cette influence occidentale a été multiple. Alors je ne vais pas faire les chants musicaux, je ne vais pas faire les chants cinématographiques, je ne vais pas faire tout ça. Mais je vais vous donner quelques exemples. L'écriture, par exemple. Au Japon, alors si vous apprenez un peu l'écriture japonaise, il y a 3 alphabets. Il y a les hiragana, les kanji et les katakana. Alors je ne les dis pas dans l'ordre d'apprentissage. Les hiragana, en gros, c'est l'alphabet japonais, il faut bien écrire ce qu'on parle. Les kanji viennent de Chine, c'est les idéogrammes, les dessins, tout beau, tout joli. Les idéogrammes viennent de Chine, mais au Japon, ils ont d'autres significations. Et au bout d'un moment, il y a des Occidentaux qui arrivent, donc d'abord les Hollandais, puis surtout après les Américains, qui sont débarqués avec des grands bateaux à vapeur qui ont fait peur à tout le monde là-dedans,
En mode, mais c'est quoi qui arrive? Et les Américains, ils ont fait, bonjour, vous ouvrez votre pays là, puis on fait des échanges économiques. Ça vous va? Merci, bonne journée. En gros, c'était à peu près ça, pour faire ça. Il y a eu les Français aussi. Je fais trop de parenthèses, on est d'accord. Bref, donc du coup, tous ces nouveaux mots qui débarquent de l'Occident, comment les mettre en place? Il n'y a aucun idéogramme qui symbolise ce qu'il dit. Nous, c'est compliqué dans notre alphabet, les be, les certains se, les tse, les que. Alors, le que, Kevin, the, Kevin intraduisible en japonais. Enfin, tout ça débarque. Que faire? Eh ben, on va créer un autre alphabet. Tout simplement, on s'embête pas. Au lieu de faire une refonte totale de tout ce qui existe, on crée un autre alphabet. Culture éponge, on absorbe. Ah, les Chinois débarquent, ils ont un truc cool, ça s'appelle le T. Puis on l'élève au randa. Oh, le lamellé collé, à quoi ça peut nous servir? Oh, construire des arcs. Ouais, trop bien. Ils absorbent énormément, en fait, tout ce qui vient de l'extérieur. En tout cas, de mon point de vue. Donc, dans l'écriture, ils ont créé, du coup, les katakana qui permettent de traduire les mots occidentaux. Genre, le mot bus, en japonais, ça va s'écrire en katakana et ça va se dire basse. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Si vous apprenez le japonais, accrochez-vous. Les deux premiers alphabets, hiragana, katakana, ça roule. Bon, les kanji, il y en a... Si vous voulez un peu parler, lire assez couramment, c'est près de 2000. Donc, force à vous. Et du coup, pour ces aspects-là, malgré que ça soit une culture éponge, comme toute éponge, au bout d'un moment, il faut être essoré. Belle image. Et on dit souvent qu'au Japon, la modernité et la tradition se mêlent et existent ensemble. J'ose pour aujourd'hui mettre le mot fracture dans ça. Pourquoi? Le Japon actuel est en face d'une crise économique monstrueuse, pour faire très simple. Le monde entier à peu près est en crise, il n'y a pas de problème, mais les Japonais prennent le principe que, bon, on n'a plus d'argent, c'est pas grave, on refait des billets. Alors quand on fait ça, c'est cool, ça redonne de l'argent, et ça crée ce qu'on appelle une inflation. En gros, du coup, ça va coûter plus cher, parce qu'on met dans les poches d'un peu de tout le monde, entre guillemets, plus d'argent. Mais ce billet a moins de valeur, vu qu'il y en a plus. Si je vous dis que ce t-shirt, c'est le dernier au monde, il va coûter plus cher que s'il y en a 1 million. C'est le principe de l'offre et de la demande. Ferme la parenthèse. Donc les Japonais, eux, c'est les champions du monde on refait des billets, et on rajette ça dans l'économie, et on continue. Là, ils l'ont fait il y a quelques temps, on est à plus de 200% d'inflation sur certains domaines. Et ça fait mal. Ça fait très très mal. Et pourquoi fracture du coup par rapport à ça? C'est que les entreprises japonaises vont faire face du coup à cet aspect économique et qui sont en ce moment en train de finir, on va dire, leur relance post-Covid. Clairement. Là, les dernières restrictions pour rentrer sur le territoire japonais viennent de tomber, il y a à peine un mois. Sauf que à peine ces restrictions sont tombées, il y a toutes les entreprises qui ont augmenté leur prix comme ça. Pour vous voyager au Japon, vous prenez ce qu'on appelle un JRA Pass, un truc comme ça. En gros, c'est un pass qui vous permet de prendre les grandes lignes japonaises, que ce soit en train ou en métro. Et il a quasiment doublé le prix, voire triplé sur certains passes. Donc ça a augmenté, ça a explosé les prix. Donc on a ces entreprises, on va dire dans le moderne, mais il y a également les entreprises qui sont, elles, dans le traditionnel, qui vont construire, ils vont faire de l'alcoolerie de façon traditionnelle, ils vont construire des taiko, donc des tambourins, enfin des tambours, on se dit tambourins, il y en a un qui va débarquer. Ouais. Des tambours, tous ces objets-là aussi prennent, malheureusement, cette suite de l'inflation. Donc, ce qui fait que, au bout d'un moment, la tradition ne va pas pouvoir suivre, et au bout d'un moment, la modernité va pivoter quand même. À ça, on va rajouter, il y a un truc qui s'est passé de mémoire en 2019, les JO de Tokyo. Ça vous parle? Et la mentalité du gouvernement japonais a été très simple. On rase tout ce qui n'est pas joli et tout ce qui nous gêne. En résumé, la nature, ça gêne. En résumé, les vieux temples de plusieurs siècles, ça gêne. Et tout ce qui n'est pas très joli dans notre culture. Certains mangas un peu violents, on va peut-être un peu les censurer. Donc il y a eu une grosse tentative du gouvernement japonais de raser certains. Ils ont rasé certains temples, ils en ont même déplacé certains. Donc ça a été une polémique à la japonaise. On n'est pas content. Bonne journée. Voilà. La grève n'existe pas vraiment. C'est compliqué. Donc du coup, il y a ces aspects-là. La nature, on n'en parle pas, malgré que je dis qu'ils sont assez proches de la nature, qu'ils sont dans l'observation, qu'ils aiment bien la nature. Raser des montagnes. Ceux qui regardent les films de la production Ghibli, par exemple, comme Poco, Totoro, ce genre de choses, montrent bien
comment le japonais aime bien raser des forêts pour mettre des parkings. Et ben en fait, ça creuse en quelque sorte, cette mentalité creuse d'autant plus cette fracture. Et à ça, on peut encore rajouter une liste qui est très 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 longue, qui est en fait une évolution sociétale qui est très lente. Il y a un type dans les années 50, un Français, Moscovici, qui a clairement posé les bases de la psychologie sociale, qui a dit que un concept, une idée universitaire, jusqu'à ce que ça descende jusqu'au dernier pélo d'un peuple, et qu'ils le comprennent bien, il va falloir quasiment 20 ans. Il a dit ça avant Internet. Maintenant, on est tous d'accord, en 3 minutes, on était tous experts du Covid. Donc du coup, on a ce même phénomène de lenteur d'évolution d'une société, mais sur une île qui a connu beaucoup de temps fermé, sur une île patriarcale, où l'homme, c'est avant tout, c'est mieux que le reste. Non. Et à l'heure actuelle, en 2023, on va dire de nos jours, cette société patriarcale souffre énormément parce que, heureusement, il y a une liberté chez les femmes qui commence à apparaître. Parce qu'elles ont manifesté. Il y a eu aussi l'élément déclencheur Fukushima, ça vous parle? La catastrophe du nucléaire, un acteur qui avait... Il y a une vague qui a fait ouais. En gros, c'est aussi un élément déclencheur parce qu'il y a eu beaucoup de mères de famille de Fukushima et de ses alentours donc ils ont été envoyés ailleurs et au bout d'un moment, quand tout a été à peu près nettoyé et tout, ils ont dit vous pouvez y retourner. Les mères de famille, ils ont fait non. Les fruits, vous voulez qu'on achète des fruits du quartier? Non, mes enfants. Et il y a beaucoup de mères de famille à l'époque, quelques années après Fukushima, qui ont manifesté pour dire on ne veut pas suivre ce que dit le gouvernement. Exceptionnel. Des gens se plaignent au Japon, et en plus ce sont des femmes. Imaginez. Au Japon, c'était l'horreur pour le gouvernement. Et cette émancipation des femmes entraîne à l'heure actuelle donc cette fracture, la creuse encore plus, pour la simple et bonne raison, c'est que le taux de natalité, donc le nombre d'enfants qui naissent, est en chute libre. Non pas parce qu'ils n'ont pas envie, c'est que surtout que les femmes, la vie classique d'une femme, c'est je fais mes études, l'université, je peux la faire jusqu'à à peu près 20 ans. J'ai une petite carrière en entreprise, et après je me trouve un bon parti, et je fonde ma famille, et j'oublie ma carrière. Vie de rêve. Les femmes à l'heure actuelle au Japon, les japonaises, elles se disent juste après l'université, j'aimerais bien continuer un peu ma carrière. Et puis quand bien même, j'ai besoin de personne en fait pour vivre. Puis ce serait bien qu'on ait à peu près le même salaire. C'est marrant, on a à peu près les mêmes problématiques en France. Ce serait bien qu'on ait les mêmes salaires aussi, parce que moi j'ai besoin de personne en fait pour vivre. Puis j'ai envie de vivre un peu comme je veux. Je ne suis pas obligé de fonder une famille à 23, 24, 25 ans. Je peux peut-être attendre un peu plus longtemps. Donc en fait, il y a une montée du féminisme au sens large qui est en train de se voir au Japon. Et qui est un phénomène, moi que je trouve très drôle, qui est en train de traumatiser des adolescents masculins japonais. Il y a pas mal d'adolescents qui ont cette peur de la femme en mode je n'ose pas approcher parce qu'elles ont du pouvoir en fait. Alors, c'est un être humain. Il serait peut-être temps de comprendre qu'il faut peut-être respecter l'être humain qui est à côté. Mais ça engendre du coup cette lente évolution sur une société patriarcale qui vit sur une île et tout. Et dans mon sens, ça n'engage absolument que moi, et on est plus dans une fracture qu'une main dans la main, la modernité et la tradition. Dans mon sens, c'est plus ça. Diapo. Et là, on arrive à la partie que j'adore. Je réponds à toutes vos questions, on débat, et let's go. Toi, tu as une question. Ouais, j'ai une question en fait, en gros, parce que tu parlais de l'économie au niveau du Japon. Oui. Mais le fait que ça soit beaucoup visité, voyagé, et qu'il y a beaucoup de monde, et que on voit que le manga, le tourisme, et même les mangas, les animés, etc., ça va partout dans le monde en ce moment. Est-ce que c'est pas en train de sauver quand même un petit peu le Japon, ou c'est vraiment Pas du tout. Pas du tout. Alors, il faut savoir que les Français adorent la culture japonaise. Ouais. Ah, pardon. Il pose la question en mode ok, l'économie est en train de se briser au Japon. Pas de problème. C'est ce que j'ai avancé tout à l'heure. Il dit mais tout ce qui est tourisme, le tourisme, les achats, les ventes de mangas, de culture, on va dire extérieure, ça rapporte un peu de pognon quand même au Japon. Et en fait, c'est une goutte d'eau. Dans le sens où l'industrie lourde, par exemple, au Japon, souffre énormément. Par exemple, on est sur une île où il n'y a rien. On a du mal à cultiver et qu'il n'y a pas beaucoup de minerais, par exemple. Ouais. Le Japon est très spécialisé dans la manufacture, et tout vient de l'extérieur. Donc déjà, ça, il faut l'acheter, tout ce qui vient de l'extérieur, avant de pouvoir tout renvoyer. Donc déjà, c'est un coût parce que tout a augmenté chez tout le monde. Eux, en plus, réinjectent de l'argent derrière.
Et malgré que la France, et Cocorico, on est les deuxièmes plus gros consommateurs de manga au monde, juste après les Japonais, ça, c'est qu'une goutte d'eau, tout D'accord. simplement. Ça reste une goutte d'eau parce que le tourisme, même s'il explose cette année au Japon, et vraiment il explose de ouf, ça reste une goutte d'eau au vu des grosses entreprises qui portent en fait vraiment l'économie. Elles ont du mal en fait à rebondir, tout simplement. D'accord. Le tourisme, dans la plupart des pays, c'est pas le top qui injecte le plus d'argent dans un pays. Ça va les aider, je pense, quand même, un minimum, surtout cette année quand on voit que le tourisme, là on a passé donc Hanami, donc la fête des cerisiers en fleurs, qui était en avril. Il y a eu beaucoup de retours de Japonais pour faire cette fête et se rassembler en famille, mais également beaucoup d'étrangers, d'occidentaux. Ils ont atteint des chiffres quasi records avant même que les touristes chinois et coréens débarquent. Alors que d'habitude, c'est eux qui portent vraiment le tourisme et qui remontent jusqu'en haut. En fait. D'accord. Et donc ça va aider, je pense, ça va permettre de donner un souffle. Le truc, c'est que quand on commence à s'amuser à injecter des planches de billets dans une économie, Oui. sur le court terme, ça marche bien, hein. C'est génial. Sur le long terme, non, pas moyen. Alors je suis pas économiste, hein, mais de ce que j'ai compris, ça marche. D'accord. Ça va? Ouais. Parfait. Vous avez des questions? Après, je peux parler de plein d'autres choses. Les toilettes japonaises, c'est hyper intéressant. C'est vrai, les toilettes traditionnelles japonaises, il y a tout un truc. Ça vous intéresse? Oui, vraiment? Je comprends mieux pourquoi il y a eu un moment où j'avais vu pas mal de documentaires sur des femmes japonaises qui venaient vivre par exemple à Paris. Oui. Parce que c'est une époque où moi j'y vivais aussi. Et par tes explications, je comprends mieux pourquoi il y avait un niveau culturel et au niveau des odeurs, du métro et comme ça, où il y avait vraiment des. Voilà, qui étaient pour les en fait. Parce que effectivement, c'est le choc culturel, c'est des problèmes. Et du coup, je pense que c'est dans le début de ce que tu expliques où elles s'émancipent un peu plus. On va les voir ailleurs parce que justement, elles sont sous la patriarcat et. C'est extrêmement violent parce qu'au Japon, blague à part, au Japon, il y a certains Japonais qui ont vécu encore à l'époque de Versailles. Vous savez, les grandes perruques, les chaussures un peu cheloues, les chaussettes jusque-là, enfin les chaussettes, le pantalon. Vous voyez un peu? Il y en a qui pensent encore. Comme certains Français, je pense que les Japonais, tous les jours, vivent en kimono. C'est à peu près la même histoire, sauf que quand on a cette image-là et qu'on débarque dans Paris en plus, quand on débarque à Paris et que là, les odeurs du métro, les bousculades, le manque de respect et le pire de tout, le vol, effectivement, il y a eu beaucoup de touristes qui ont vrillé. Il y avait des documentaires à une époque que j'avais vu, justement, c'était un couple de mémoire, je crois, et la femme, littéralement, en fait, elle se fait voler, elle va voir la police française. Aujourd'hui, j'essaie de faire aucune critique. Promis. Pas de jugement. Uchi Soto. Là, je suis en Soto, je suis pas chez moi. La police française, c'est un peu bancal parce qu'on n'est pas sur certains aspects. La police japonaise est très horrible aussi sur beaucoup de choses. Mais voilà. Elle a du mal, elle se dit je vais du coup rentrer dans mon hôtel et en fait, arriver à l'hôtel, elle massacre sa chambre d'hôtel. En fait. Elle détruit les meubles, elle massacre le miroir et tout. C'est. Au début, alors, les psychologues qui sont un peu penchés là-dessus très rapidement se sont dit mais c'est une crise psychotique, c'est une psychose, ça fait des hallucinations et tout. Et en fait, non, c'est ce qu'on appelle une rupture culturelle. En gros, si un jour vous décidez de vivre dans un autre pays, vous allez avoir. Il y a une magnifique courbe qui existe, je ne sais plus de quel psy, où elle fait. C'est l'humeur de la personne. C'est ouais, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Oh, dépression, je veux mon steak frites. Ah. Alors, soit à ce moment-là, on se relève en disant c'est pas trop mal en fait, comme pays, soit on se relève jamais et on retourne chez soi. Et en fait, c'est cette rupture-là qui est extrêmement violente pour les Japonais, parce que Japonais, le vol, c'est quasi inexistant. Uchi Soto, donc du coup, on évite, on évite de gêner la société autour. L'individu s'efface face à la société et on débarque à Paris. Paris, voilà, pour ceux qui sont à Paris, vous voyez peut-être l'image, quoi. C'est violent, extrêmement violent. Et en plus, si vous rajoutez qu'ils ont l'image qu'on est tous en perruque et qu'on est tous des experts de la cuisine et de la mode, ça coince. Vous aimez les pâtes? Après, la culture culinaire japonaise, depuis. Ça a toujours. Il y a eu beaucoup d'amitié franco-japonaise. Ça a près de 200 ans, l'amitié franco-japonaise. Les deux pays sont très liés, énormément liés. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui le manga se vend très bien. Ça explique pourquoi des pratiques comme le kyudo, le tir à l'arc japonais, l'équipe de France de kyudo est deuxième mondiale. Ils ont réussi à être champions du monde face aux Japonais à une année. Enfin, il y a
il y a une base d'amitié qui fait qu'on a les mêmes exigences les uns et les autres, en fait, et qui pousse vraiment chaque pays à s'entraider, en fait, tout simplement. Donc, historiquement, on est très, très liés, en fait. Et c'est des images qu'on traîne tous un peu, enfin, les Japonais entre autres, et nous aussi, bah, quand on arrive l'un sur l'autre, et on se dit, waouh, c'est pas la même, en fait. C'est pas du tout la même. Et ce qui choque beaucoup surtout ceux qui commencent à vivre au Japon, c'est vraiment ce côté, ils sont pas francs en fait. Enfin, dis-le que t'as pas envie de sortir ce soir au lieu de dire ah non j'ai un imprévu. Non, en fait t'es chez toi et t'as pas envie. Enfin, c'est très compliqué. Et puis dire non à un japonais, force à vous. Non, j'ai pas envie. Drame, l'honneur, boum, Bushido. Vous n'avez plus d'amis. Est-ce que vous avez des questions? Sinon je peux vraiment faire les toilettes. Le cosplay, du coup, c'est hyper visible. Du coup, on est dans le Gucci, surtout, on est dans quoi là? Ah, alors le cosplay, en fait, c'est un moyen de claquer un peu ça. C'est le code de triche, un peu en quelque sorte. Mais on est toujours dans le soto. Le cosplay, ça vient des États-Unis à la base, des années 70. Merci Star Trek. Et en fait, ça a débarqué au Japon. Pourquoi? Quand on passe une semaine, donc quasi 5 jours dans la semaine, voire 6 pour certains, dans un uniforme, on est scolaire, parce qu'on est salaryman, donc du coup on a notre costard cravate toute la semaine et tout. On est dans un quart de travail, même d'école, très serré, où le moindre ah c'est un peu relevé, bam, on se fait dégommer par l'école, ce genre de choses. Ce cadre très 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 serré, qui pour le bien, donc surtout de la société, ce genre de choses, il y a un moment, faut déverrouiller, faut y aller. Et je vais bien mettre en parallèle avec le moment où les États-Unis ont interdit l'alcool aussi, pendant un moment dans leur histoire. Et ben on a bien vu que ça a été une catastrophe. Et ben en fait, si les Japonais auraient interdit ce moment, bah, vous n'avez pas le droit de vous amuser, ça aurait été compliqué. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment, ça brille. Et l'exemple que j'ai donné hier, que j'adore donner, c'est que par exemple, il y a un documentaire qui expliquait un peu cet aspect-là et surtout l'aspect underground de toute la culture japonaise, qui est en fait, le gars, il fait la circulation toute la journée. Hop. Et le samedi soir arrive, il est en couche-culotte tétine, en discothèque sur de la techno comme ça, sur l'enceinte. Et 2 jours après, il expliquait bien, il fait « Ah non, j'ai besoin de me détendre. » Et moi, ça me fait taper une barre. Et le cosplay, en fait, ça a été un mouvement vraiment adolescent, qui reste toujours pas, plus ou moins à l'époque, adolescent, qui a été un moyen, en fait, de casser un peu ce côté-là, en fait, rigide, en disant bah, « Moi, en fait, j'ai envie de m'habiller, me costumer comme j'ai envie. » Et moi, ça me détend. Il y a une remarque hier qui est très intéressante aussi, ça permet aussi de mettre un masque. L'individu s'efface toujours derrière le personnage porté. Donc on reste toujours dans le concept, même si on s'en éloigne, parce que ça casse un peu le code, mais au final, on le retrouve encore. Uchisoto, on peut le retrouver, j'avais un prof en japonais, il disait on peut le retrouver dans tous les détails. Des détails, comment manger, poser des baguettes, ce genre de choses. Enfin, avec qui on mange, comment on fait, enfin, c'est impressionnant. Il y a un documentaire, je crois, qui est plus sur Netflix, qui était autour du saké, de la confection de cet alcool et tout. Et là, on voit tous les employés qui mangent ensemble, alors des hommes et forcément servis par des dames. Et le gars qui est le patron de tout ça, il a son bout de table, hop, itadakimasu, hop, ils mangent tous ensemble. Et là, on voit tout le monde, sauf le chef, tout le monde qui a terminé de manger, pose ses baguettes et attend. Le chef continue. Il termine, il fait on y va. Et là, tout le monde déconne. Tu peux vibrer, je répondrai. Donc, c'est encore ce concept-là. On a nos règles, enfin, ils ont leurs règles pour chaque instant de la vie. Et en fait, ce côté rigide, à un moment, bah, on reste humain, il faut que ça pète, quoi. Alors, eux, c'est cadré, plus ou moins. Nous, c'est le choc parce qu'on est d'accord. Mais c'est ça, mais ça se voit dans les divertissements télévisuels. Enfin, à la télévision, ça se voit bien. On regarde des trucs à la télé japonaise, on se dit, oh, même leur pub, on se dit, mais comment ça peut exister? Il y a des émissions de télé qui, alors, maintenant ça date, Takashi Kason, enfin, ça a été un peu diffusé. En gros, le principe, c'est d'envoyer, c'était une centaine de personnes de mémoire, un truc comme ça. C'est ça. En mode, il doit en rester un seul. Donc, première étape, c'est de courir dans de la boue, sur une pente comme ça, tenter de traverser il y avait 5 portes. Il y en avait 2 portes qu'on pouvait traverser, l'autre, c'était des planches, ils s'écrasent dessus. Enfin, pour nous, on regarde ça, on fait, ils sont complètement marteaux. Enfin, déjà, la personne en soi, la honte, quoi. Enfin, et puis, elle doit se faire mal. Et non, l'individu passe après la société. Donc, la société se marre, donc on se marre. Et c'est un moyen aussi de se détendre. C'est les gens qui participent, ils se tapent des barres.
Après, c'est le phénomène tellement vrai en France. Mhm. C'est ce que... C'est clair. T'as mal au sourcil? Une porte. Ah, mais il y avait d'autres jeux aussi très rigolos de cet ordre-là. Mais c'est revenu hein, depuis Takeshi Castle. Je crois que ça, ils ont refait. Il y a d'autres formats qui existent. Il y Ouais. avait A Silent Library, qui était très drôle. Le principe, Ah oui. il y a des Américains qui ont, et entre autres des basketteurs américains. Et les qui ont Français aussi. participé, quelques Français un peu plus rares, qui ont participé. Le principe est très simple, on est autour d'une table dans une bibliothèque. Et il y a un bibliothécaire, il ne faut pas faire un bruit. Sauf qu'il y a des jeux qui débarquent, du coup on joue au jeu, et en fait celui qui perd le jeu, il a un gage. Tout ça dans le plus grand des silences, sinon on se prend encore plus de gages, la libraire fait chut, enfin, voilà, toujours au petit photo, on y revient, tout ça. Et en fait c'est complètement loufoque, j'ai souvenir, puis ça, on arrive à la limite enfin pour nous, de l'irrespect de la personne. J'ai souvenir, c'était un sumo, je crois, qui débarquait. Un sumo, gros monsieur. Le gars, il a perdu au jeu, donc il devait s'asseoir, prendre un sort d'entonnoir avec un tuyau. Le sumo, bah. Et l'autre, les gars, le teneur, respire, t'as perdu. Et là, on se dit. Alors, les Français, des fois, ils sont pas fut-fut. Mais là, quand même, les gars, et dans une émission de télé. Donc, on se dit, c'est compliqué. Et il faut ce moment de décrochage. Pareil, ça commence à... Le Covid a fait du mal au Japon, beaucoup de mal, économiquement, sociétalement. Le suicide n'a pas autant augmenté, j'aurais cru, mais les gens se sont retrouvés seuls. Mais par contre, ça a accéléré l'émancipation de la femme. Donc il n'y a pas eu que du mauvais, mais ça a accéléré, dans le sens où les femmes se sont rendues compte en mode, bah, j'aime pas mon mari. 5 minutes? Ok. Et ça me fait penser, je te donne la parole après, il y avait un documentaire sur ce phénomène homme-femme et cette rupture. C'est que c'est surtout pour les Japonais qui sont nés après-guerre. Et en fait, après-guerre, il faut reconstruire le pays. Donc les hommes partaient au charbon littéralement à construire tout ce qu'il y avait à construire, à travailler jusqu'à 12-13 heures par jour sans aucun problème, rentraient pas forcément la semaine, enfin c'était très intense. Donc ils étaient mariés, et leur femme s'occupait de la petite famille, s'occupait des enfants s'il y en avait, de tenir la maison, ce genre de choses. Il y a un truc après qui s'appelle la retraite. Et le mari, du coup, reste, au lieu de rester 2 heures, il reste toute la journée. Et là, en fait, la femme se rend compte que je l'aime pas, en fait. Et dans le documentaire, cette femme disait qu'elle est incapable de manger devant lui. Ça la mettait en angoisse, elle vomissait. S'ils voulaient manger ensemble, par exemple au restaurant, c'était côte à côte, comme ça, elle n'avait pas trop en vue. Parce qu'au final, elle redécouvrait un homme que, il y a eu un peu ce phénomène-là en France aussi. Je connais quelques familles dans ce qu'on appelle la vieille France, qui avait aussi il y a eu des fractures, mais on n'était pas jusqu'à, certains Japonais pouvaient aligner des 15-16 heures de travail, dormaient 4 heures à tout casser, et ils repartaient, et puis hop, la reconstruction après-guerre était là. Oui, tu avais une question. Pourquoi c'est important? J'ai une fascination pour les toilettes japonaises, mais les toilettes traditionnelles, parce que c'est très drôle. Ça t'intrigue? Ouais. Bon, je te raconte. Et on terminera là-dessus. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes dans une maison traditionnelle japonaise, pas de bol, et c'est des toilettes traditionnelles. Alors, il n'y en a plus beaucoup, hein, ça va être dans ce qu'on appelle des ryokan, des vieilles auberges, mais ça aussi, à l'extérieur, c'est en train d'être rasé. De ouf. En gros, dans un quartier, il reste cette auberge, la famille se pose au grand tour, puis on n'a rien à faire. La ville arrive, fait, on rase et on construit un bâtiment. Terminé. Donc il y a une partie de la culture qui s'arrête. Bref, je veux aller aux toilettes. J'ouvre la porte, j'enlève mes chaussons de maison. Je mets mes chaussons de toilette. Toilette traditionnelle japonaise. Est-ce que tu connais les toilettes turques? Pas du tout. En gros, c'est un trou. Sauf qu'on est au Japon, c'est un peu plus travaillé. J'explique. Donc en fait, on a une marche. Je vais même le miner jusqu'au bout. Oh bah parfait, il y a un trou. Donc du coup, je suis sur la petite marche. Je descends de la petite marche, donc il y a une sorte de creux. J'enlève mes chaussons de maison, je mets mes chaussons de... Alors il y a des alcôves prévus. Mes chaussons de... Toilette. De toilette, merci. Et là en fait, surélevé, on va avoir en fait en céramique
cette forme-là, en ovale, comme ça, qui va être là, et le bout légèrement relevé. Donc ça fait un ovale comme ça, et le bout est légèrement relevé en céramique. Là, plusieurs options en fonction de quel genre vous êtes et ce que vous avez envie de faire. On va commencer par les hommes, parce que c'est très rapide et ça explique en fait pour les femmes. Petite commission. Et ben en fait, je reste là. Tout va bien. Grosse commission. Je grimpe dessus, et c'est pareil pour les femmes du coup. Je grimpe dessus, et c'est parti. Je fais ma grosse commission dans la céramique. Donc là, je suis perché là-dessus, au-dessus du truc en céramique. Je fais ce que j'ai à faire. Hop, une fois fini, j'essuie ce qui est essuyé, je descends et hop, la chasse d'eau et tout est couetté. Quand il y a de l'eau courante, c'est plus pratique. Quand il n'y en a pas, on s'éclate. Et voilà. Et après, je rechange mes chaussons, etc. Je me lave les mains, tout est couetté. Et en fait, ce qui est très marrant avec ces toilettes-là, ce qui est marrant, parce que j'adore, c'est une passion les toilettes. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, en Asie, ce sont des modèles qui perdurent plus ou moins encore. Dans le sens où, en fait, on entend souvent que la meilleure position pour déféquer, excusez-moi du terme, c'est vraiment cette position-là, en fait. Au lieu d'être les jambes levées, ça c'est dangereux. Non. Juste les jambes levées comme ça. Donc en fait, en Asie, alors surtout en Chine, ça perdure encore. En Chine, c'est plus drôle parce qu'on a des toilettes communes. Un toilette commun à tout palier d'étage. Ça tend à disparaître aussi. Mais en gros, en fait, Crazy Kung Fu le montre bien. C'est final. On a les appartements, on a une grande allée devant, tac, on a tous les appartements, et en fait, il y a la cage d'escalier, le hall avec la cage d'escalier qui permet d'aller dans les étages. Et en fait, sur le côté, plein milieu, sans cacher quoi que ce soit d'autre, il y a un trou. Les gens vont faire leurs affaires ici, tout simplement. On va discuter longtemps des toilettes, moi j'adore ça. Après, les toilettes un peu plus high-tech qu'on voit maintenant posent beaucoup de questions. Les fameuses toilettes avec le bord chauffant, avec le petit jet d'eau, le petit ventilateur, qui vous met une petite musique de fond, pas pour vous. Au cas où si les bruits gênent à côté. Oui, parce que le bruit, il ne faut pas que le voisin entende qu'on est en train de faire une grosse commission. Ça, c'est pareil, le bruit. Bon, ça aurait pu être la conférence d'hier soir à 22h en fait. Mais le bruit en général, les maisons japonaises sont pas très bien, les appartements sont pas très bien isolés, pour des raisons sismiques aussi d'économique. Mais du coup, ouais, on ne fait pas de bruit, ça gêne. Donc, petite musique, hop, la forêt, on fait sa commission, le petit jet, etc. Et tout. Beaucoup se sont dit, mais c'est génial, il faut mettre, c'est plus hygiénique, c'est plus tout ça. Alors, dans l'aspect 2020 et pour l'avenir, l'eau qui est utilisée, ça consomme beaucoup d'eau. Alors, après, est-ce que c'est pas mieux d'utiliser un peu plus d'eau d'un côté et pas utiliser du papier? C'est la grande question. Et là, il y a une entreprise française, pour ça je vais finir là-dessus, qui vient de lancer, ils ont fini leur financement participatif, vous savez, l'entreprise est lancée. C'est des lunettes de toilette qui fait tout ce que fait les toilettes japonaises. Parce qu'il y a un problème de législation entre le Japon et la France. Au Japon, on peut mettre une prise électrique à côté d'un robinet. Il n'y a pas de problème. Pas de danger, on est japonais, on n'a pas peur. En France, dans une pièce d'eau, il faut qu'il y ait une distance entre la prise électrique et le point d'eau. Enfin bref, il y a plein de problématiques. Il y a eu beaucoup de Français qui ont voulu installer ces toilettes-là. Voilà. Et là, le problème est résolu parce qu'ils ont créé tout un système qui permet non seulement de faire courir une rallonge pour brancher cette toilette de lunettes et d'avoir la lunette des toilettes chauffantes, ça lave les fesses, ça sèche, et la petite musique. Alors voilà, j'adore les toilettes. C'est tout bon? Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Vous allez me voir me promener, parce que je pense qu'il est l'heure. Vous allez me voir me promener à droite à gauche, n'hésitez pas à m'interpeller. On a un atelier pixel art en perles à repasser, n'hésitez pas à aller voir, c'est totalement gratuit. Vous venez, vous faites votre truc et vous repartez avec. On a aussi un atelier origami, sinon vous pouvez profiter des plus des 30 consoles qu'il y a un peu partout. Et dans pas longtemps, il y a Cosplay, je crois qu'il va commencer. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, bon après-midi. Merci à vous.